L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ce recul d'il y a 20 ans, à peu près, c'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc, nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Dans cette entrevue avec Gabriel Neveu, nous plongeons au cœur des défis auxquels font face les organismes d'action communautaire autonome en Gaspésie. De la lutte pour l'autonomie à la gestion du sous-financement, Gabriel nous éclaire sur l'importance cruciale de ces organismes pour la vitalité sociale, tout en soulignant les tensions avec les structures étatiques qui peinent à soutenir leur mission. Un regard franc et éclairant sur le rôle indispensable de ces organisations dans notre société. Ben écoute, on pourrait commencer juste pour mettre la table et puis j'aime bien des fois définir des termes aussi pour que les gens qui sont peut-être un petit peu moins familiers, même si on est dans une région où il y a énormément d'organismes communautaires, mais le terme d'organisme d'action communautaire autonome, est-ce que tu voudrais nous le définir un peu plus? Oui. En fait, officiellement, il y a 8 critères pour être reconnu comme un organisme communautaire autonome. Je vais pas nécessairement tous les nommer, mais en gros, ça doit d'abord être un organisme sans but lucratif qui est créé à l'initiative de gens de la communauté. Donc, un programme gouvernemental, par exemple, qui viendrait implanter quelque chose dans une région, pourrait pas être considéré un organisme communautaire autonome, mais si un organisme se crée parce qu'il y a un besoin que des gens reconnaissent puis qui décident de s'organiser autour, là, oui, ça serait communautaire autonome. Faut être indépendant des réseaux. Donc, ça veut dire que sur nos CA, qui sont nos instances décisionnelles, si on veut, c'est composé que de membres. Il n'y a pas de siège réservé pour des élus, pour des gens du CIS, par exemple, ou des réseaux d'éducation. Donc, c'est indépendant de cette façon-là. Puis aussi, on est ancré dans la communauté, on a aussi des pratiques citoyennes, une vie démocratique, associative aussi, donc on sollicite nos membres. Nos membres, ce sont les personnes qui sont touchées par notre mission, par l'enjeu, la cause qu'on défend. Donc, ce sont souvent les personnes, les principales concernées. Donc, ces personnes-là sont sollicitées pour participer aux décisions, pour participer aux orientations de l'organisme. C'est ça. Puis il y a aussi, c'est des organismes qui visent une transformation sociale. Donc, c'est pas que donner un service là pour comme dépanner quelqu'un puis travailler vraiment comme sur le symptôme, mais aussi souvent c'est des organismes qui vont revendiquer plus en profondeur pour vraiment, par exemple, des personnes qui travaillent avec des personnes en situation de pauvreté. Oui, ils peuvent faire des activités, des dépannages et tout ça, mais aussi ils vont faire des revendications puis des actions qui visent les causes profondes de la pauvreté pour essayer de diminuer ce phénomène-là. D'accord. Et on se parle parce qu'il y a justement, on est en plein dans la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. De quelle façon, justement, vous faites connaître justement l'importance de ces organismes à la population? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est supporté au niveau national? Oui, c'est une semaine nationale, effectivement. Puis les organismes communautaires sont très réseautés entre eux, ils se conservent beaucoup. Donc, les organismes communautaires se regroupent par MRC. Ensuite, on a un regroupement régional, Gaspésie de la Madeleine, puis aussi des regroupements nationaux. Donc, tous ces paliers de rassemblement, de réunion, si on veut, sont sollicités ou participent aussi là, à rendre à utiliser leur tribune, si on veut, là, pour faire connaître l'existence des organismes communautaires, puis nos réalités, nos défis, nos revendications,
Puis ce qui nous rend, c'est ça, ce qui nous rend particulier, le fait qu'on est justement communautaire autonome. Il y aura des différentes, ça dépend des endroits. Il peut y avoir certaines actions de visibilité. Ici, dans le coin, par exemple, une Côte de Gaspé, ça a été plus certaines présences médias, par exemple, là, qui ont été soit médias sociaux ou sur les médias traditionnels là, pour faire parler des organismes communautaires. Alors, j'avais une question sur les défis majeurs. Je sais que je fais beaucoup d'entrevues avec des organismes et c'est vrai qu'il y a beaucoup le terme de financement ou de ressources humaines qui revient, on dirait encore plus, comme si c'était toujours de plus en plus. Est-ce que vous êtes dans les défis majeurs auxquels tu pourrais nous en partager certains qui concernent peut-être le tien comme Espace Gaspésie-les-Îles, qui font face au quotidien? Mais ma question elle est aussi par rapport à un support au niveau national, gouvernemental. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans le temps comme ça? Il y a un discours à propos des organismes communautaires qui est très positif. Valorisant, si on veut, c'est important ce que vous faites. C'est vraiment des causes importantes. Vous faites une différence et tout ça. Mais ça, c'est un peu la partie facile, la partie flatter un peu les gens dans le bon sens. Dans certaines politiques des dernières années, pas nécessairement juste avec la CAQ, mais il y a une certaine tendance à vouloir utiliser les organismes communautaires, à vouloir les instrumentaliser, si on veut, pour accomplir des choses qui sont des objectifs du gouvernement ou qui sont des compétences ou des devoirs du gouvernement. Donc, que les organismes communautaires, finalement, puissent pallier on désinvestit en santé, mais il y a des organismes communautaires qui travaillent en santé mentale, donc ça va parce qu'eux, ils vont pouvoir faire la job qu'on fait plus. C'est pas comme ça que c'est supposé fonctionner. On a nos propres orientations, on a nos propres missions. C'est les membres qui décident. Donc, que le gouvernement décide de gruger un peu certains endroits, certains services en se disant que c'est des organismes communautaires qui prendront le relais, c'est une façon de pas respecter notre autonomie, finalement. Donc ça, c'est une certaine forme de manque, du manque de soutien, finalement, de la part de l'État, un manque peut-être de compréhension globale de qui on est puis à quoi on sert. Mais c'est ça, c'est en fait, je dirais un défi majeur, c'est peut-être, oui, effectivement, le financement est un enjeu, mais la recherche constante de financement et la précarité financière que les organismes vivent, puis aussi donc s'entraîne parfois un roulement personnel que tu as nommé, ça fait aussi en sorte que parfois on peut avoir plus tendance à se concentrer sur des objectifs très court terme, continuer à maintenir les services, continuer à garder la maison des jeunes ouverte tant de jours par semaine et tout ça. Puis, il reste plus beaucoup de temps puis plus beaucoup d'énergie pour tout le volet que je nommais, c'est vraiment de transformation sociale, s'informer sur les enjeux, se solidariser avec les autres organismes ou avec d'autres groupes de la population pour faire des pressions, pour revendiquer, pour militer, dans le fond, ce qui fait partie de notre ADN puis de la raison pour laquelle on existe. Donc, de un peu se dénaturer pour aller vraiment dans « Ah, mais là, immédiatement, il y a des gens qui ont des besoins, il faut répondre aux besoins », sans nécessairement, justement, perdre un petit peu la vision globale puis se mettre à avoir un peu des œillères sur faut absolument accomplir ces choses-là. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un défi auquel le mouvement communautaire fait face là, sur un peu plus comme le long terme. C'est quelque chose qui, au fil des années, tend, j'ai l'impression, à s'approfondir. Puis étant donné qu'il y a beaucoup de roulement de personnel, c'est aussi beaucoup de personnes qui commencent dans le milieu communautaire, qui n'ont pas nécessairement une connaissance de tout ce bagage-là historique d'un mouvement qui est très impliqué socialement, très revendicateur. Donc, quand tu commences, puis toi, tu te fais dire, OK, ça, nous, on a telles activités à faire, puis notre mission, c'est vraiment d'être là, de faire d'ouvrir le centre de tout ça, toi, c'est ça que tu fais, tu sais. Donc, il y a peut-être aussi il peut y avoir une certaine perte de connaissances carrément à travers, puis une perte de notre histoire à travers ce roulement-là rapide, puis le manque de formation. Ce que vous avez mentionné, je ne sais pas si ça peut aussi avoir un lien que dans le communiqué, que les organismes sont souvent contraints de pallier des lacunes du système public. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui pourraient être prises en charge
par d'autres au niveau gouvernemental, ou c'est que si vous les prenez en charge ou vous finissez par vous en occuper, c'est parce que sûrement que ça voudrait dire qu'il faudrait, comme tu le nommais aussi, plus de support financier pour accepter ce que vous faites? Ouais, en fait, c'est vraiment c'est très au cas par cas parce que parfois, effectivement, dans la mission de l'organisme communautaire, c'est vrai que ça pourrait cadrer, ça pourrait être très pertinent puis justifiable d'offrir un type d'activité ou de service qui ressemble à quelque chose qui est aussi fait par dans le réseau public, par exemple. À ce moment-là, si l'organisme le fait puis que c'est vraiment en lien avec sa mission, les membres souhaitent que ça soit fait, mais à ce moment-là, oui, il faudrait qu'il y ait un financement conséquent pour pouvoir maintenir ces activités-là. Par contre, ce qui se passe et ce qui est dénoncé dans le communiqué de presse, c'est le fait que, disons que vous êtes un organisme qui travaille avec les personnes immigrantes. Normalement, vous faites des activités pour permettre le réseautage, que les personnes apprennent à connaître leur milieu, qu'ils développent des liens significatifs avec les gens de la communauté, tout ça. C'est ça la mission. Mais là, ces personnes-là on reçoit peut-être des cours de francisation qui sont fournis, organisés par l'État. Mais là, l'État coupe les cours de francisation. Mais ces personnes-là en ont quand même besoin, puis l'organisme côtoie ces personnes-là au quotidien. Ils sont sensibles à leur réalité, ils sont sensibles à leurs besoins. Donc, ça peut être tentant de dire, là, s'ils peuvent plus avoir le cours de francisation offert par le réseau public, nous, faudrait leur donner, mais c'est pas ça à la base, l'objectif, l'expertise non plus de cet organisme-là, mais ils veulent pas laisser les gens sans soutien, ils veulent pas qu'il y ait des vides puis que les gens se retrouvent dans des situations précaires, difficiles et tout ça. Donc, ils veulent aider. Ils essayent ils mettre quelque chose sur pied pour pallier au fait que les cours de francisation ne se donnent plus. Mais à la base, c'était dans l'expertise, dans les mandats, dans les responsabilités du réseau de l'État de fournir ces cours de francisation-là. Donc là, oui, l'organisme se retrouve un peu face à cette décision-là difficile, de dire est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. Puis s'ils le font, ils n'ont pas nécessairement plus d'argent pour le faire. Puis c'est pas non plus exactement dans leur mission. Donc, ils commencent à peut-être bifurquer vers autre chose parce que le service n'existe plus ou il est difficilement accessible dans le réseau. Est-ce que c'est pour ça parce que tu parlais au tout début quand tu expliquais c'est quoi justement des organismes d'action communautaire autonome, mais que cette autonomie peut être menacée parce que les bailleurs de fonds, j'imagine que on peut parler du gouvernement, peuvent imposer des projets. C'est-tu ça? En fait, il y a différentes formes de financement, mais c'est vrai que le financement a un lien avec l'autonomie, ou en tout cas peut devenir une espèce d'antagoniste avec notre désir d'autonomie. Normalement, les organismes communautaires sont financés en grande partie, du moins, à la mission. Ça veut dire que le gouvernement, le ministère qui est le plus proche de la mission de l'organisme dit « Parfait, on reconnaît que votre mission est importante, on va vous donner chaque année tel montant. » Puis ce montant-là, il est tout le temps renouvelé. À moins que l'organisme, qu'il y ait des fraudes ou vraiment des problèmes majeurs. Même si l'organisme accomplit sa mission en faisant les activités que les membres décident, ça va. Le financement, il est maintenu. Donc, ce financement-là, c'est notre financement préféré parce que c'est le financement c'est un financement qui est stable. On sait chaque année qu'on va l'avoir. Puis, il n'est pas spécifique à exactement quelle activité on fait. C'est vous accomplissez votre mission, les membres décident comment. Ça va, c'est comme ça qu'on procède et vous recevez l'argent. Malheureusement, le financement à la mission, il couvre pas tous nos besoins. Puis aussi, chaque année, ce montant-là, devrait théoriquement être ajusté aux hausses de coûts de fonctionnement. On parle, par exemple, pour les individus, on dit le coût de la vie qui augmente.
Mais pour les organismes, il y a encore plus de hausse de coûts parce que oui, on doit payer un local, oui, on doit payer le prix de l'essence pour les déplacements et tout ça, mais il y a aussi des salaires. La majorité des dépenses des organismes, c'est les salaires. Puis les salaires, ben, selon nos ententes, nos politiques salariales, elles augmentent, nos salaires augmentent à chaque année avec l'expérience des travailleuses et travailleurs. Donc, si on veut suivre ça, si on veut juste maintenir le même rythme, ben, il faut que le financement à la mission augmente au même niveau que les coûts de fonctionnement qui augmentent. C'est malheureusement pas ça qui se passe. Dans les dernières années, il y a eu quand même une inflation importante. L'IPC, hein, le coût de la vie, si on veut, augmentait d'à peu près comme 6%, même plus. Puis la subvention à la mission de 1 ou 2%. Donc, il y a vraiment comme un retard par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, c'est même pas qu'on peut pas se développer, c'est qu'on peut même pas continuer à faire les choses qu'on faisait normalement, à moins d'aller chercher d'autres formes de financement. Puis c'est là qu'on tombe dans le financement par projet pour des projets spécifiques ou du financement de philanthropique, en fait, là, de fondations et tout ça. Donc, ça, c'est des options qui existent, mais c'est parfois c'est très fastidieux de remplir les demandes de financement. Il faut présenter un nouveau projet, une nouvelle activité, tandis que, comme je dis, on a de la difficulté à maintenir nos activités de base. Donc, c'est dommage de dire on va couper dans nos activités de base pour présenter une nouvelle activité, un nouveau projet, puis qui, souvent, le financement va permettre de tenir cette activité-là pendant 1 an ou 2, pas de la maintenir sur le long terme. Donc, c'est ça, c'est très court terme. Souvent, ça peut nous amener à orienter un petit peu plus nos actions en fonction de ce qui est plus facilement finançable. Puis, je dirais un dernier désavantage du financement, surtout philanthropique, ben, c'est l'injustice un peu entre organismes de la possibilité d'aller chercher ce genre d'argent-là. Nous, on travaille en prévention de la violence faite aux enfants. C'est une cause populaire. Tous les organismes qui travaillent avec les enfants en général, il y a quelque chose de sympathique. Les gens, les fondations ont envie de s'associer à ça, veulent donner. Par contre, les organismes qui travaillent avec les personnes qui ont des dépendances, par exemple, ou qui sont assistées sociales, ou les personnes immigrantes, ou tu sais, c'est pas nécessairement des causes populaires, c'est pas nécessairement des causes qui sont si bien vues, glamour et tout ça, donc beaucoup plus difficile pour ces organismes-là d'aller chercher des dons de la part de fondations, de commanditaires et tout ça. Tandis que pourtant leur cause est aussi importante pour le bien-être là, de la société que travailler avec les enfants, par exemple. Donc, c'est assez inéquitable. Donc, pour nous, en tant que mouvement, c'est pas viable comme solution de dire mais les organismes iront chercher de l'argent dans les fondations parce que les fondations ils ont plein d'argent, puis allez-y, c'est comme ça que vous allez fonctionner maintenant. Pour nous, ça cause trop d'injustice et d'instabilité. Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais vu ce côté philanthropique de ce côté-là, là. Et si on prenait un exemple un peu concret pour Espace Gaspésie-les-Îles, justement, qui se concentre sur la prévention de la violence faite aux enfants, comment est-ce que la mission, par exemple, si tu pouvais nous donner quelques exemples, la mission de votre organisme pourrait être affectée justement avec tous ces défis, que ce soit du sous-financement ou c'est ça, avec ces défis-là, comment est-ce que ça peut impacter les services que vous offrez? En fait, nous, concrètement, dans les services, les activités qu'on fait en prévention de la violence, c'est surtout de se déplacer dans les milieux éducatifs, c'est-à-dire principalement les écoles primaires et les CPE, pour rencontrer les enfants de 3 à 12 ans, puis les adultes qui les entourent, donc certaines activités de formation pour le personnel ou pour les parents ou adultes significatifs autour des enfants. Donc, puis dans ces activités-là, par exemple, avec les enfants, l'idée, c'est de les informer de leurs droits, de à quoi la violence, ça peut ressembler, puis c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser si jamais ça nous arrive. Donc, l'idée, c'est de permettre aux enfants de plus facilement reconnaître des situations de violence, puis savoir quoi faire pour s'en sortir. Puis aux adultes, on explique comment épauler les enfants pour lesquels ils ont des doutes ou qui viendraient se confier à eux, par exemple. Comment continuer la prévention aussi. Donc, pour nous, ça implique le fait de faire
d'avoir cette activité-là. On fait pas que ça, il y a d'autres campagnes de sensibilisation et tout ça, mais disons que ça, c'est comme une majeure pour nous, de se promener partout en Gaspésie puis aux Îles-de-la-Madeleine pour aller rencontrer les enfants dans leurs écoles pour parler de ça. Donc, c'est sûr que pour nous, les défis financiers, ben, peuvent faire en sorte que, parce que nos activités impliquent beaucoup de déplacements, toute notre équipe est basée à Gaspé, mais on discrimine pas. Notre but, c'est pas de dire, ah, mais l'école est proche de Gaspé, donc on y va. L'école qui est dans Matapédia, dans les plateaux de la Matapédia, c'est trop loin, on n'y va pas. Pour nous, c'est la région dans laquelle on travaille. Il faut qu'il y ait un accès égal à nos activités, peu importe la distance géographique avec Gaspé, même si ça implique que l'équipe se déplace, loge pendant 2-3 nuits à l'extérieur pour pouvoir rencontrer les enfants de cette école-là. Donc, mais c'est ça, donc pour maintenir ce rythme-là, pour maintenir ces déplacements-là, ces activités-là dans les écoles partout sur les territoires, ça demande un financement conséquent. Puis, ça demande aussi une équipe conséquente. Tu sais, faut être suffisamment nombreuses. On part à 3 personnes pour aller donner ces ateliers-là parce que c'est des ateliers basés sur c'est le théâtre d'intervention, en fait. Donc, ça se donne pas tout seul. On incarne des personnages, on fait des mises en situation. Donc, c'est ça. Puis ça reste c'est un sujet assez délicat. Ça demande une bonne sensibilité, des bonnes connaissances aussi, parce que les enfants peuvent nous poser des questions. Ça arrive que des enfants, suite aux ateliers, viennent se confier à nous. Donc, on a un rôle important de les soutenir à ce moment-là. C'est très, très aidant, c'est très, très positif quand l'équipe est stable, quand il y a des personnes qui font ça année après année, puis qui développent une expérience. Donc, c'est ça. Donc, c'est un petit peu comme les deux grands pôles là, pour nous. Là où va notre argent, si on veut, c'est avoir une équipe relativement nombreuse de personnes d'expérience et qu'on ne souhaite pas que les conditions de travail fassent en sorte que les gens ils viennent, ils travaillent une année en sortant d'école, puis après ça, ils s'en vont travailler ailleurs où il y a des meilleures conditions. On souhaite que les gens restent, s'impliquent sur le long terme, puis offrir des conditions favorables pour ça. Puis aussi, ben, on doit se déplacer pour aller rencontrer les enfants partout. Donc, pour nous, c'est sûr que quand notre financement diminue ou qui suit pas les coûts de fonctionnement, ben, on doit se poser des questions difficiles. On doit se demander si on voit moins d'écoles chaque année. On doit se demander si on coupe des postes. Donc, c'est sûr qu'au final, ben, ça fait, peu importe l'option qu'on choisit ou la combinaison des deux, ça fait en sorte qu'il y a moins d'enfants qui peuvent qui peuvent être sensibilisés puis informés année après année. En tout cas, j'ai une question pour conclure un petit peu sur ce sujet-là. Comment est-ce que toi, tu comprends cette... moi, des fois, ça sonne comme une dissonance. Si vous existez, c'est qu'il y a aussi un besoin dans le milieu, puis on comprend qu'il y a un besoin, et je parle en général de tous les organismes, pas uniquement le vôtre. Et chaque fois que je parle avec les organismes, je vois bien qu'il y a un fort besoin, et la plupart essayent de survivre, entre guillemets, et le gouvernement comprend que c'est important que vous existiez, mais que c'est si difficile d'exister, et que ça devient comme un peu bizarre comme jeu, et beaucoup de monde perd énormément d'énergie là-dedans, dans ce jeu-là. Est-ce que, comment toi, tu comprends, puis est-ce que les élus, les décideurs, je sais que les gouvernements changent, ça passe. L'autre fois, je parlais avec le Roll Gym parce on votait le budget, alors on voyait qu'il y avait du monde qui stressait à travers de ça. La fait de pouvoir pas vraiment être renouvelé ou des choses comme ça, de garder un genre de stress ambiant. Malgré que c'est important que vous soyez là et qu'apparemment c'est reconnu que vous devez être là, sinon il y aurait des difficultés au niveau social. Toi, tu comprends ça comment, et comment est-ce que tu verrais l'avenir, ou ça serait quoi un monde idéal au travers de ça? Je sais que c'est une question un peu spéciale, mais quand même. Non, je comprends. Mais en fait, pour moi, ce qu'il y a derrière peut-être cette espèce de dissonance-là, de dire, mais là, si le gouvernement nous reconnaît, puis qui dit que oui, c'est important ce qu'on fait, pourquoi est-ce que le financement, puis les conditions suivent pas? Moi, je pense que le gouvernement, puis peu importe là, qui est au pouvoir, je pense que les gouvernements savent que
on joue un rôle qui est assez crucial dans le filet social, puis je dirais même la paix sociale. Parce que si on n'existait plus du tout, il y aurait beaucoup de problèmes qui exploseraient, si on veut, d'itinérance, de détresse psychosociale, de violence, tout ça. Puis ça engorgerait, si on veut, le système de santé, tout ça. Donc, c'est certain que moi, j'envisage pas la possibilité qu'un gouvernement dise non, c'est fini, on coupe tout leur financement, ils fermeront, puis c'est pas grave. Tu sais. Je sais qu'ils vont toujours vouloir nous maintenir. Après ça, l'espèce de tension que je nommais tout à l'heure, c'est que quand on est sous pression financière, mais aussi avec le roulement puis tout ça, qu'on se concentre sur les activités puis pas sur la revendication, ben ça, c'est quand même une situation qui est confortable pour le gouvernement, pour les gouvernements. Parce que c'est quand même assez unique comme système au monde, là, en fait, le fait que les organismes communautaires soient reconnus et financés pour leur mission, puis que dans le cadre de cette mission-là, c'est reconnu qu'ils doivent faire de la transformation sociale, qui doivent militer, qui doivent être une espèce de contre-pouvoir. Donc, le gouvernement, si on veut, donne de l'argent à des groupes qui vont finalement le critiquer à un moment donné, ou qui vont vouloir des changements, puis qui vont prendre la parole publiquement pour des changements. C'est un petit peu une épine dans le pied, ça, quand même. C'est financer, c'est donner plus de moyens à de l'opposition, si on veut. Donc, je pense que d'être très généreux envers nous puis nous permettre de vraiment accomplir tout ça, faire nos activités, se solidariser, participer à des mouvements de revendication et tout ça, ben c'est pas nécessairement ce qui est le plus confortable pour les gouvernements, tandis que nous maintenir un petit peu plus en mode survie, on continue à faire nos activités, on continue à répondre aux besoins, aux urgences. Tous les gens disent on gère des urgences, aux urgences des membres, des personnes qui vivent des situations difficiles. Ben ça, c'est comme l'espèce de ligne intéressante, là, j'ai l'impression, pour les gouvernements. C'est ça. Donc, moi, c'est un peu ça mon analyse. C'est un petit peu une façon d'édenter ou de rendre plus docile ou plus, c'est ça, de moins dangereux, si on veut, pour le pouvoir, le mouvement communautaire autonome. Puis, ben, qu'est-ce que ça pourrait être une vision idéale? Ben, je pense que ce serait, je pense qu'au moment où cette reconnaissance-là a été donnée, c'était dans les fin 90, début 2000, les politiques de reconnaissance de l'ACA qui ont justement dit, oui, les organismes font de la revendication, oui, les organismes travaillent en transformation sociale, mais c'est pour la vie démocratique de notre société, c'est important, en plus de leurs activités, donc on finance ça. Moi, j'aimerais, du moins, je sais pas si c'est l'idéal, mais de dire au moins que de revenir un petit peu à ce sentiment-là, puis à ces 7 formes de reconnaissance-là que je trouve intéressantes, plus que de nous faire dire « oui, c'est important ce que vous faites en amont », mais de dire le fait que vous revendiquez, le fait que vous demandiez des changements, c'est important pour la vie démocratique de la société. Ça, ça me ferait très plaisir de recommencer à entendre ce genre de discours-là de la part des décideurs, des décideuses.